dans la lumière de quelque chose, à la recherche d'une clé, la clé de quelque chose que nous avons perdu, les droits de l'homme. And each one of us has to kindle a light and search for human rights. Et chacun d'entre nous a le devoir d'allumer une lumière et de chercher les droits de l'homme. La ségrégation qui sévissait. And the rabbis around me were part of that struggle. Et les rabbins qui faisaient partie de mon milieu, de mon entourage, étaient partie prenante à cette lutte aux côtés des Noirs américains. One of the rabbis who ordained me a rabbi was a personal friend of Martin Luther King. L'un de ces rabbins, celui-là même qui plus tard allait m'ordonner rabbin, était un ami personnel de Martin Luther King. I grew up committed to nonviolent struggle for justice. Donc j'ai été élevé dans l'esprit de la lutte non violente pour la conquête de la justice. And the rabbis of my youth who taught me about the genocide of the Jewish people interpreted never again as never again for anyone. Et les rabbins de ma jeunesse, ceux qui m'ont appris ce qu'avait été le génocide des Juifs en Europe, m'ont pareillement appris que le slogan « plus jamais ça », ça voulait dire « plus jamais ça » pour personne. So that is what I grew up learning, that human rights, the idea of universal human rights, were created for all of us. J'ai donc appris dès ma jeunesse que les droits humains, ils étaient par essence universels. One of those rights is to live free of occupation. Et l'un de ces droits, c'est celui de pouvoir libre de toute occupation. One of those rights is to live free of persecution because of your national or religious identity. Et c'est celui de pouvoir vivre exempté de persécution à raison de votre appartenance nationale ou religieuse. I was a high school student and a college student in Israel. J'ai fait des études dans un lycée, puis à l'université en Israël. And almost immediately, I saw the life of Palestinians and learned about the Nakba and realized that Palestinians were struggling for their rights. Et en fait, j'ai constaté et appris rapidement, après mon arrivée, ce qu'était la vie des Palestiniens, ce qu'avait été leur tragédie, la Nakba, et la lutte qu'ils menaient pour pouvoir vivre dignement dans ces conditions. I have been in the struggle for Palestinian human rights since, for 45 years or so. Ça fait donc 45 ans que je participe aux campagnes de solidarité avec le peuple palestinien. Because injustice anywhere affects all of us. Parce qu'une injustice, où qu'elle se produise, nous affecte tous, chacun d'entre nous. And Israel is claiming to be a Jewish state, and I'm Jewish, and therefore I am commanded by my tradition to protest the injustice. Et donc on se retrouve dans une situation où Israël se proclame État juif, où moi-même je suis juive, ça me commande, ça me crée l'obligation de lutter contre ces injustices. Since 1998, I have led delegations to Palestine every single year for a week to a month long. Depuis 1998, c'est-à-dire au cours des 15 dernières années, Seeing for myself the destruction of homes, the uprooting of trees, the checkpoints, the shooting of children, the unfair arrests, I've seen it all. de Jenin à Al-Khalil et de Naplouse à Tulkarem, j'ai vu de mes propres yeux le déracinement des oliviers, les tirs sur des enfants, les arrestations, les checkpoints, les destructions de maisons, et je vous en passe. So
in 2005, after years of negotiation, fausses négociations ou des négociations faillies, la société civile palestinienne a mis en avant à ce concept et à ces campagnes de BDS. corporations are profiting from violence. L'une d'entre elles, c'est qu'il y a des entreprises qui profitent de l'occupation. And although you don't have to be religious to support BDS, for many of us, we are also looking in the light for a key we have lost. Le suivi est évidemment mauvais pour la société, nos sociétés. So with that, I'll say that I hope that we together we can build a global movement for BDS. Et je pense que nous pouvons tous ensemble et devons créer un mouvement global pour le BDS. I'm not the only rabbi who thinks this way. Je ne suis pas le seul rabbin au monde à penser comme ça. I have at least 50, it's not a lot, but 50 colleagues in the United States who also support this movement and are part of a rabbinic council within Jewish Voice for Peace. C'est pas gigantesque, mais c'est pas négligeable non plus que nous ayons nous sommes une cinquantaine de rabbins aux États-Unis à être favorables et à promouvoir et à participer au BDS. Notamment dans l'association notamment à travers l'association que j'ai nommée tout à l'heure, à savoir Une Voix juive pour la paix. And for this reason, I wrote a book called Trail Guide to the Torah of Nonviolence. Et pour cette raison, j'ai écrit un livre, Guide de la Torah pour la non-violence. To say that Judaism is different from Zionism. Dans lequel il est notamment écrit et exposé que le judaïsme et le sionisme, c'est pas la même chose. And especially the Zionism of Israel today. En particulier le sionisme tel que pratiqué par les dirigeants israéliens aujourd'hui. And I wanted to show that our history, Jewish history, is a long history from the rabbinic period forward that developed a culture of peace, like Islam. Et j'essaye d'y démontrer que l'histoire juive, l'histoire du judaïsme rabbinique depuis des temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui est une histoire qui développe les sentiments de paix. And also, I think it's important for us to know the history of nonviolent struggle from Gandhi till now. Et il n'est pas inutile, loin de là, de connaître l'histoire du militantisme non violent, des luttes non violentes, depuis le Mahatma Gandhi jusqu'à nos jours. Because we have to struggle, we have to have strategy, we have to create campaigns, we have to create many campaigns. We have to learn from the way people are struggling today all over the world and continue to build a global movement for justice. Parce qu'il nous faut lutter, se donner des objectifs, se donner une stratégie, étudier les différents mouvements de lutte dans le monde pour parvenir à l'efficacité. I deeply appreciate the opportunities to speak to you tonight. J'apprécie beaucoup le privilège que j'ai eu de parler devant vous ce soir. And I look forward to your questions and your responses and inshallah to see you many times more. Et je ne le traduis pas. Bonsoir à tous, merci d'être présents. C'est avec un grand plaisir
Je suis ici ce soir pour la première fois à Liège. Ça fait un mois que je suis en France. J'ai eu la chance de venir en France plusieurs fois, en 2010, 11 et 13, grâce au concours d'écriture que j'ai gagné en France. Mais cette fois-ci, c'est la première fois que je vais rester quelques mois en France, jusqu'au mois de mai, parce que j'ai eu un poste de professeur de langue arabe à Paris, dans deux lycées différents. On est là ce soir pour parler de Gaza, de ce qui se passe à Gaza, parce que Gaza, malheureusement, est complètement absente de l'actualité en Europe. Quand on regarde la télévision, on ne voit jamais un reportage sur Gaza. Il y a des choses qui sont très très graves qui se passent actuellement à Gaza, on n'en parle pas, surtout les actualités et qui ont suivi ce qui s'est passé en Égypte au mois de juin. Je vais me présenter avant de lire un petit texte. Donc je m'appelle Amir Hassan, je suis de Gaza, j'ai 23 ans. Je suis né à Gaza, je suis réfugié, c'est-à-dire que je ne suis pas originaire de Gaza. J'ai appris le français à Gaza, j'ai commencé en 2009 à la fac de Gaza et ça me donne le privilège de parler en français avec vous. Je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit sur Gaza qui a été publié dans une magazine à Jérusalem qui s'appelle Terre Sainte. C'est une magazine qui m'a demandé d'écrire quelque chose sur Gaza sans parler d'Israël. Parce que c'est un magazine à Jérusalem. Gaza autrement. Parler de Gaza qui nous habite avec confiance et amour. Gaza qui nous emporte au-delà des frontières au centre pour toucher les cieux sacrés qui nous donnent un sentiment d'amour. Parler de Gaza est un plaisir parfumé d'une odeur de terre brune, pleine de patrimoine, de trésors et surtout de pierres chargées d'événements sanglants ou de victoires. Gaza, c'est le rêve d'une liberté attendue. C'est le château de la tolérance, c'est la grandeur d'une terre, c'est le parfum du passé, c'est l'ironie de l'histoire et l'élégance de la géographie, c'est le charme de la Méditerranée, la tranquillité de ses plages, l'air venant de la Grèce qui nous caresse l'esprit, les soirées douces du sud de l'Espagne et la musique provenant du Caire qui adoucit nos retrouvailles. Ces jardins dans l'après-midi sont des espaces pour rêver d'une paix éternelle, d'une fontaine de jus d'orange ou de jus de bonheur. À Gaza, tout est beau à sa façon, même les couleurs des taxis inspirent les voyageurs. Tout a du talent, même le vent dessine sur la plage la colombe de la paix. Tout est magique, même le sable doré chante la vie. À Gaza, loin des cris de peur et de guerre, les voix des enfants et les éclats de rire remplissent l'espace. La lumière est dans leurs yeux, l'innocence est sur leur visage. Les petites ruelles fleuries sont pleines de joie et le jasmin rassure les passants. À Gaza, les oiseaux de Gaza ne connaissent pas l'interdit. Ils montent très très haut dans le ciel pour rendre visite aux prophètes de Dieu. Ils reviennent sur les toits des maisons afin de réciter des versets du Coran, ou des paroles de Jésus. Ils reviennent chanter le lendemain avec espoir. Ils reviennent nous apprendre les mystères venant de là-haut. Il faut aller voir ces anciennes églises debout défiant le temps qui passe et ces mosquées décorées montrant la beauté du partage. Il faut aller voir ces pêcheurs et leurs bateaux colorés luttant contre l'injustice de plus maritime et ces ouvriers à l'énergie sans fin qui travaillent avec bonne humeur, gardant le sourire. Les paysans de Gaza cultivent la terre avec tendresse et honnêteté. Face aux frontières qui s'imposent, ils plantent l'amour de la patrie au creux de la terre afin que les nouvelles générations sachent que la terre est plus chère que le temps et que dans l'horizon, il y a le courage des gens pauvres, simples,
restons dignes. Ben, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas à quel public je m'adresse, mais je vais parler d'une façon générale, un petit peu détaillée parfois. Donc vous savez que Gaza est complètement séparé et isolé de la Cisjordanie. Donc les Cisjordaniens ne voient pas des Gazaouis, les Gazaouis ne voient pas de Cisjordaniens. Déjà la Palestine est divisée entre plusieurs endroits, Gaza, la Cisjordanie, territoire de 48, Liban, Syrie, Égypte et partout dans le monde. 13 millions de Palestiniens qui vivent dans des endroits qui ne sont pas censés être leur vraie maison ou leur vraie ville et village. Gaza, c'est 360 km² avec 1 800 000 habitants. Donc c'est la première densité dans le monde. Et si on va calculer bien la superficie de Gaza, si on va enlever la zone tampon qu'Israël a confisquée dans les années début des années 2000, et cette zone tampon qui allonge tout la longueur de la bande de Gaza, c'est de 300 à 350 mètres. Donc ça fait à peu près aussi 13% de la superficie de la bande de Gaza a été confisquée à cause des zones militaires interdites aux Palestiniens, la zone tampon. Et cette zone tampon est la meilleure zone agricole à Gaza, qui est la zone la plus fertile à la bande de Gaza. Donc c'était une grande richesse pour l'agriculture à Gaza. Donc quand ils ont confisqué la zone agricole, il n'y a plus d'agriculture à Gaza. Et au nord de la bande de Gaza, il y avait une cité industrielle. Il y avait plusieurs usines qui produisaient beaucoup de choses à Gaza. Toutes les usines ont été bombardées entre 2000 jusqu'à 2003. Donc il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus d'agriculture, plus d'industrie. Et il y avait la mer, le poisson, qui est une richesse. Les pêcheurs, ils n'ont pas le droit d'accéder à 3 km dans la mer. Depuis 45 ans, ils pêchent sur la plage. C'est la zone la plus polluée à Gaza. Donc ça fait 7 ans qu'on ne peut pas rentrer nager dans la mer parce qu'elle est très très sale, parce que les eaux usées israéliennes sont jetées devant la plage de Gaza. Surtout les eaux usées des villes du sud d'Israël comme Ashkelon, Ashdod, j'ai oublié comment ça, il y a une petite colonie en bas. Donc c'est toutes les eaux usées sont jetées devant la plage de Gaza. Donc les Gazaouis ne peuvent pas nager dans la mer. C'est très très grave, c'est très très pollué, c'est très sale. Et comme les pêcheurs, ils n'ont pas le droit d'entrer dans la mer pour pêcher, il n'y a plus de poissons à Gaza. Donc ça fait une ville qui est normalement censée être une ville agricole parce que comment dirais-je, voilà, c'est plein, c'était très très riche au niveau de l'eau. Aujourd'hui, il y a une catastrophe au niveau de l'eau parce que la Palestine, géographiquement, elle est comme ça sur la carte. Le nord de la Palestine est par là et Gaza c'est par là parce que toutes les montagnes, les collines existent en Cisjordanie et Gaza c'est plein, c'est la mer. Donc c'est normal quand il pleut en Cisjordanie, l'eau coule jusqu'à Gaza. Et face à cette géographie qui fâche l'État d'Israël, Israël a fait des ponts, des arrières, et ils ont creusé des puits très très profonds dans la terre avec leurs moyens technologiques pour récupérer l'eau avant qu'elle arrive à Gaza. Et ils ont creusé des puits tout autour de la bande de Gaza. Avant que l'eau arrive à Gaza, ils confisquent l'eau. Et quand Israël depuis des années, vole l'eau de Gaza, l'eau souterraine qui existe souterrain à Gaza a baissé. Et comme nous, on est à côté de la Méditerranée, l'eau de la Méditerranée a remplacé l'eau souterraine. Ça veut dire si on creuse un puits à Gaza, c'est l'eau de la Méditerranée qui va monter, qui est très très salée, qui abîme les plantes. Et en 2005, quand on allait dans le sud de la bande de Gaza, c'était comme un paradis, c'était des espaces verts partout. Et il y avait des plantes, des oliviers, des arbres. Aujourd'hui, le sud de la bande de Gaza ressemble beaucoup au Sinaï. C'est du sable jaune, il n'y a rien.
parce que cette zone a été c'était une vraie victime du vol de l'eau, parce qu'il y avait les colonies israéliennes qui n'ont pas cessé depuis des années à voler l'eau du sud de la bande de Gaza. Donc au niveau de l'eau, c'est une catastrophe. Et au niveau de l'agriculture, c'est une catastrophe. Le poisson, ça n'existe pas. La mer est très très sale. Et l'industrie, c'est fini. Donc aujourd'hui, si on comprend bien, Gaza ne produit rien de rien. Donc tous les habitants de Gaza, 2 millions d'habitants, dépendent des aides alimentaires de l'Union européenne, des pays arabes, des Nations Unies. Et ce sont des aides parfois tous les 3 mois, un colis alimentaire pour chaque famille, ou parfois mensuel. Et le problème, c'est que quand Gaza ne produit rien, Gaza est obligé d'acheter les produits israéliens. Donc, et Israël, en 2006, a imposé un blocus illégal sur la bande de Gaza. Donc le blocus dure depuis 7 ans, un blocus qui a commencé par le bombardement de centrales d'électricité, qui est le seul centrale d'électricité de toute la bande de Gaza. Donc depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, les Gazaouis n'ont plus d'électricité comme dans les années 90. Ils ont 4 heures, 6 heures d'électricité, ça dépend de la quantité de carburant que Israël livre à la bande de Gaza. Et donc sans électricité, et aussi quand il n'y a pas d'électricité, l'eau n'arrive pas dans les maisons. Donc jusqu'à maintenant, la majorité des quartiers à Gaza, ils ont l'eau 1 fois par semaine, par 2 heures par semaine. Ils sont obligés de remplir des casseroles, des bouteilles, faire la réserve. Les Nations Unies ont fait un rapport en 2012, au mois d'octobre, qui disait que Gaza sera une zone inhabitable en 2020. Et que Gaza n'aura plus d'eau en 2016. Ça veut dire dans 4-12 ans, il n'y aura plus d'eau potable à Gaza. Parce que on n'a pas la possibilité de filtrer l'eau de la mer. C'est pas parce qu'elle est salée, c'est parce qu'elle est sale. Elle est très très polluée. C'est pas comme je sais qu'en France, dans certaines régions, on boit l'eau de la Méditerranée qui est filtrée. Mais à Gaza, on ne peut pas parce que l'eau est sale. Et quand ce blocus a eu lieu à Gaza, Israël a choisi 60% des produits qui rentraient à Gaza par le seul passage commercial israélien-palestinien. 60% des produits ont été blacklistés, ça veut dire interdits aux Gazaouis. Ils ont laissé les produits de base pour que la population de Gaza puisse survivre, mais avec de la souffrance. Donc ils ont blacklisté 60% des produits. Les Gazaouis ont été obligés de creuser les tunnels pour faire entrer les produits égyptiens. Et les tunnels ont été fermés il y a 3 mois à l'arrivée de l'armée égyptienne dans le pouvoir. Ils ont détruit et bombardé 60% et 97% des tunnels. Ça veut dire presque tous les tunnels. Donc on se retrouve avec le même renforcement du blocus comme en 2006. Et le seul passage pour les gens à Gaza, le passage de Rafah, a été complètement fermé. Donc c'est une vraie prison. Les gens sont pris en otage par Israël parce qu'ils ne peuvent pas sortir et ils sont là en train de crever. Et ils n'ont ni l'eau ni l'électricité. Ils sont là juste pour survivre et ils attendent la mort. Donc c'est pas comme une prison où on va passer quelques années, on va sortir. C'est pire qu'une prison. Même, moi je dirais pas une prison à ciel ouvert parce que le ciel de Gaza est fermé depuis des années. Depuis qu'ils ont bombardé l'aéroport, depuis qu'ils ont installé le système de surveillance vidéo avec les drones qui filment Gaza depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc tout est filmé à Gaza 24 heures sur 24 heures. La mer est fermée. La frontière du nord de Gaza, il y a un mur de 8 mètres. La frontière est de Gaza, ils ont fait des barrières et de la zone tampon. Et bien sûr, ils n'ont pas construit de mur. Je ne sais pas à quel public je m'adresse, mais je vais parler d'une façon générale, un petit peu détaillée parfois. Donc vous savez que Gaza est complètement séparé et isolé de la Cisjordanie. Donc les Cisjordaniens ne voient pas des Gazaouis, les Gazaouis ne voient pas de Cisjordaniens. Déjà la Palestine est divisée entre plusieurs endroits, Gaza, la Cisjordanie, territoire de 48, Liban, Syrie, Égypte et partout dans le monde. 13 millions de Palestiniens qui vivent dans des endroits qui ne sont pas censés être leur vraie maison,
leur vraie ville et village. Gaza, c'est 360 km² avec 1,8 million habitants. Donc c'est la première densité dans le monde. Et si on va calculer bien la superficie de Gaza, si on va enlever la zone tampon qu'Israël a confisquée dans les années début des années 2000, et cette zone tampon qui allonge tout la longueur de la bande de Gaza, c'est de 300 à 350 mètres. Donc ça fait à peu près aussi 13% de la superficie de la bande de Gaza a été confisquée à cause des zones militaires interdites aux Palestiniens, la zone tampon. Et cette zone tampon est la meilleure zone agricole à Gaza, qui est la zone la plus fertile à la bande de Gaza. Donc c'était une grande richesse pour l'agriculture à Gaza. Donc quand ils ont confisqué la zone agricole, il n'y a plus d'agriculture à Gaza. Et au nord de la bande de Gaza, il y avait une cité industrielle. Il y avait plusieurs usines qui produisaient beaucoup de choses à Gaza. Toutes les usines ont été bombardées entre 2000 jusqu'à 2003. Donc il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus d'agriculture, plus d'industrie. Et il y avait la mer, le poisson, qui est une richesse. Les pêcheurs, ils n'ont pas le droit d'accéder à 3 km dans la mer. Depuis 45 ans, ils pêchent sur la plage. C'est la zone la plus polluée à Gaza. Donc ça fait 7 ans qu'on ne peut pas rentrer nager dans la mer parce qu'elle est très très sale, parce que les eaux usées israéliennes sont jetées devant la plage de Gaza. Surtout les eaux usées des villes du sud d'Israël comme Ashkelon, Ashdod, j'ai oublié comment ça, il y a une petite colonie en bas. Donc c'est toutes les eaux usées sont jetées devant la plage de Gaza. Donc les Gazaouis ne peuvent pas nager dans la mer. C'est très très grave, c'est très très pollué, c'est très sale. Et comme les pêcheurs, ils n'ont pas le droit d'entrer dans la mer pour pêcher, il n'y a plus de poissons à Gaza. Donc ça fait une ville qui est normalement censée être une ville agricole parce que c'est comment dirais-je, voilà, c'est plein, c'était très très riche au niveau de l'eau. Aujourd'hui, il y a une catastrophe au niveau de l'eau parce que la Palestine, géographiquement, elle est comme ça sur la carte. Le nord de la Palestine est par là et Gaza c'est par là parce que toutes les montagnes, les collines existent en Cisjordanie et Gaza c'est plein, c'est la mer. Donc c'est normal quand il pleut en Cisjordanie, l'eau coule jusqu'à Gaza. Et face à cette géographie qui fâche l'État d'Israël, Israël a fait des ponts, des arrières et ils ont creusé des puits très très profonds dans la terre avec leurs moyens technologiques pour récupérer l'eau avant qu'elle arrive à Gaza. Et ils ont creusé des puits tout autour de la bande de Gaza avant que l'eau arrive à Gaza, ils confisquent l'eau. Et quand Israël depuis des années vole l'eau de Gaza, l'eau souterraine qui existe souterrain à Gaza a baissé. Et comme nous, on est à côté de la Méditerranée, l'eau de la Méditerranée a remplacé l'eau souterraine. Ça veut dire si on creuse un puits à Gaza, c'est l'eau de la Méditerranée qui va monter, qui est très très salée, qui abîme les plantes. Et en 2000 et 2005, quand on allait dans le sud de la bande de Gaza, c'était comme un paradis. C'était des espaces verts partout. Et il y avait des plantes, des oliviers, des arbres. Aujourd'hui, le sud de la bande de Gaza ressemble beaucoup au Sinaï. C'est du sable jaune. Il n'y a rien. Parce que cette zone a été c'était une vraie victime du vol de l'eau, parce qu'il y avait les colonies israéliennes qui n'ont pas cessé depuis des années à voler l'eau du sud de la bande de Gaza. Donc au niveau de l'eau, c'est une catastrophe. Et au niveau de l'agriculture, c'est une catastrophe. Le poisson, ça n'existe pas. La mer est très très sale. Et l'industrie, c'est fini. Donc aujourd'hui, si on comprend bien, Gaza ne produit rien de rien. Donc tous les habitants de Gaza, 2 millions d'habitants, dépendent des aides alimentaires de l'Union européenne, des pays arabes, des Nations Unies. Et ce sont des aides parfois tous les 3 mois, un colis alimentaire pour chaque famille, ou parfois mensuel.
Et le problème, c'est que quand Gaza ne produit rien, Gaza est obligé d'acheter les produits israéliens. Donc, et Israël, en 2006, a imposé un blocus illégal sur la bande de Gaza. Donc, le blocus dure depuis 7 ans, un blocus qui a commencé par le bombardement de centrales d'électricité, qui est le seul central d'électricité de toute la bande de Gaza. Donc, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, les Gazaouis n'ont plus l'électricité comme dans les années 90. Ils ont 4 heures, 6 heures d'électricité, ça dépend de la quantité de carburant que Israël livre à la bande de Gaza. Et donc sans électricité, et aussi quand il n'y a pas d'électricité, l'eau n'arrive pas dans les maisons. Donc jusqu'à maintenant, la majorité des quartiers à Gaza, ils ont l'eau une fois par semaine, par 2 heures par semaine. Ils sont obligés de remplir des casseroles, des bouteilles, faire la réserve. Les Nations Unies ont fait un rapport en 2012, au mois d'octobre, qui disait que Gaza sera une zone inhabitable en 2020. Et que Gaza n'aura plus d'eau en 2016. Ça veut dire dans 4-12 ans, il n'y aura plus d'eau potable à Gaza. Parce que on n'a pas la possibilité de filtrer l'eau de la mer. C'est pas parce qu'elle est salée, c'est parce qu'elle est sale. Elle est très très polluée. C'est pas comme je sais qu'en France, dans certaines régions, on boit l'eau de la Méditerranée qui est filtrée. Mais à Gaza, on ne peut pas parce que l'eau est sale. Et quand ce blocus a eu lieu à Gaza, Israël a choisi 60% des produits qui rentraient à Gaza par le seul passage commercial israélien-palestinien. 60% des produits ont été blacklistés, ça veut dire interdits aux Gazaouis. Ils ont laissé les produits de base pour que la population de Gaza puisse survivre, mais avec de la souffrance. Donc ils ont blacklisté 60% des produits. Les Gazaouis ont été obligés de creuser les tunnels pour faire entrer les produits égyptiens. Et les tunnels ont été fermés il y a 3 mois à l'arrivée de l'armée égyptienne dans le pouvoir. Ils ont détruit et bombardé 60% et 97% des tunnels. Ça veut dire presque tous les tunnels. Donc on se retrouve avec le même renforcement du blocus comme en 2006. Et le seul passage pour les gens à Gaza, le passage de Rafah, a été complètement fermé. Donc c'est une vraie prison. Les gens sont pris en otage par Israël parce qu'ils ne peuvent pas sortir et ils sont là en train de crever. Et ils n'ont ni l'eau ni l'électricité. Ils sont là juste pour survivre. Ils attendent la mort. Donc c'est pas comme une prison où on va passer quelques années, on va sortir. C'est pire qu'une prison. Même, moi je dirais pas une prison à ciel ouvert parce que le ciel de Gaza est fermé depuis des années. Depuis qu'ils ont bombardé l'aéroport, depuis qu'ils ont installé le système de surveillance vidéo avec les drones qui filment Gaza depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc tout est filmé à Gaza 24 heures sur 24 heures. La mer est fermée. La frontière du nord de Gaza, il y a un mur de 8 mètres. Les frontières est de Gaza, ils ont fait des barrières et de la zone tampon. Et bien sûr, ils n'ont pas construit de mur. Donc ils ont laissé les frontières avec la zone tampon, comme ça ils voient, ils surveillent, et comme eux ils ont le tort, ils voient tout ce qui se passe à Gaza. Des malades à Gaza n'ont pas le droit d'aller se soigner en Israël, n'ont pas le droit de sortir. 6000 étudiants viennent de rater leur année scolaire cette année parce que l'Égypte ne les a pas laissés sortir et continuer leurs études en Égypte ou dans des pays arabes ou en Europe. Des milliers de familles qui viennent de rater leur carte de séjour ou, parce qu'ils n'ont pas pu sortir de la bande de Gaza. Donc c'est pire qu'on imagine. Et le fait de vivre avec le souci, parce que on nous le dit clairement qu'en 2018, il n'y aura plus de vie à Gaza. Donc, on est vraiment dans l'urgence et je ne sais pas si on n'a pas dépassé les limites parce que le monde ne bouge pas. Et le monde ne bouge pas parce que quand on parle de la question palestinienne, pour ceux qui s'intéressent, ils ont toujours le regard vers la Cisjordanie. La colonisation, les colonies et c'est justement un objectif israélien que les gens regardent un petit peu ce qui se passe en Cisjordanie. Là, on dit les négociations vont s'arrêter parce que la colonisation, les colonies, et on a complètement oublié Gaza. Mais moi, on m'a donné une carte
carte faite par des militants pour la cause, et la carte de Palestine, et ils n'ont pas mis Gaza. C'est complètement... je veux dire, c'est grave, parce que quand on regarde la carte, moi je viens du vide, Gaza n'existe pas sur la carte. Alors il y a 2 millions d'habitants à Gaza qui sont siégés, qui vivent une situation qui ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde, parce que c'est le seul peuple qui est siégé, bombardé. Depuis 3 ans, Gaza reçoit des bombardements. Et c'est pour ça qu'on oublie Gaza, on ne parle pas de Gaza. Et dans les médias, on n'entend jamais parler de Gaza, comme si tout va bien, le Gazaouis, ils ont trouvé leur liberté, ils vont à l'école, tout va bien, ils sont contents, alors que c'est la catastrophe. Vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, je disais tout à l'heure, on avait un rendez-vous. Si vous ne vivez pas dans un pays où il y a une guerre, vous ne pouvez jamais imaginer de quoi il s'agit. Et c'est même, moi je rencontre des gens qui me parlent de la Seconde Guerre mondiale, ils sont touchés. Moi, mon grand-père, elle a résisté, il a fait de la prison, tout ça. Ils me disent, mais tu ne peux pas comprendre. Je dis, qu'est-ce que je ne peux pas comprendre? La plus longue guerre, c'est la guerre de Palestine, 65 ans de guerre permanente, tous les jours des bombardements, des prisonniers. Avant-hier, ils ont tué 5 Palestiniens, 2 guerres qui ont eu lieu à Gaza dans 4 ans, 2008, 2009, 2012. Gaza a été bombardée d'une façon très très violente. Quand on voit que la première bombe qui tombe le 27 décembre, au premier jour de la guerre en 2008, a tué 100 personnes. Une seule bombe a tué 100 personnes, alors qu'Israël dit que les missiles qui sont lancés sur le sud d'Israël de 2000 jusqu'à 2008, ils ont tué 3 Israéliens. Ça, c'est les statistiques israéliennes. Alors, si la guerre de Gaza était une vengeance, je me pose la question, pourquoi ils n'ont pas arrêté la guerre après la première bombe? Parce qu'ils ont tué 100 personnes. Non, mais ils ont continué pendant 20 jours, ils ont bombardé tous les sites importants publics à Gaza, les hôpitaux, les universités, le centre de police, le ministère. Et à 1500 martyrs et 6000 blessés pendant 20 jours. Faites les calculs. Et en mois de novembre, pendant 8 jours, ils ont refait le même coup parce que ils ont compris que c'est très facile de faire une guerre à Gaza. Les gens vont sortir dans la rue, vont crier, ils vont hurler pendant 1 heure, après ils vont rentrer chez eux. C'est comme ça que ça se passe, surtout en Europe. Et dans les pays arabes, on n'a même pas le droit d'ouvrir sa gueule. Donc, si on fait une guerre, les gens vont hurler, crier, après ils vont rentrer chez eux, et nous on va continuer à massacrer. Et c'est pour ça qu'ils ont refait le même coup à Gaza en 2012, parce que 8 jours de guerre, quand on massacre 150 personnes et 1300 blessés, c'est pas rien pendant 8 jours. Donc vous imaginez les bombes qui tombaient comme la pluie à Gaza. Moi, ce que je voulais dire ce soir, pour ne pas être très très long, que moi, ce qui me choque, c'est pas l'occupation, parce que c'est normal. Ce qui fait Israël, c'est très très normal, parce que c'est une occupation. Et l'objectif de cette occupation est déclaré. Israël n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Israël a dit que nous, on aimerait que Gaza soit sous la mer, ça veut dire effacer toute la bande de Gaza. Ils ont déclaré plusieurs fois qu'ils allaient expulser les Gazaouis au Sinaï, alors que je ne vais pas vous parler du fait de traverser les frontières, parce que c'est pire que la guerre. Et que la Cisjordanie, avec la colonisation, c'est impossible de faire un État palestinien aujourd'hui. C'est comme, c'est très très divisé d'une ville à une autre, il y a des checkpoints. Donc Israël n'a pas peur parce que tout simplement l'opinion internationale, si elle est pro-palestinienne, si elle est pro-palestinienne, elle ne réagit pas. Et c'est ça ce qui fait plaisir à Israël. Et Golda Meir, quand on lui a posé la question, c'était quoi le pire jour de sa vie? Elle a dit c'est le jour où, la mosquée de l'Aqsa a été brûlée. Vous savez qu'il y a un extrémiste israélien qui a brûlé la mosquée de l'Aqsa. Et après, on lui a reposé une autre question, et c'était quoi pourquoi c'était le pire jour de votre vie? Elle a dit parce que cette nuit-ci, j'ai pas dormi, cette nuit-là, j'ai pas pu dormir parce que je me suis dit ce sera la fin d'Israël demain matin. Parce que tous les Arabes, tout le monde va réagir. Et après, on lui a posé la question, et quel était le jour le plus heureux dans votre vie? Elle a dit, c'est le lendemain,
que la mosquée a été brûlée, parce que c'est là où j'ai compris qu'Israël peut durer, qu'Israël peut faire ce qu'il veut et personne ne va réagir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je rencontre des gens, des députés européens, surtout en France, et ils viennent me dire, comme s'ils vont faire un crime, bah, nous, on va aller en Palestine, vous dites à personne, dans un coin, alors qu'il n'y a personne dans la rue. Et moi, je ne travaille pas avec à qui je vais dire. Ça veut dire un député européen, il a peur de dire je vais en Palestine. Et c'est quoi le délire? On dirait qu'ils vont venir vous bombarder, vous arrêter, alors qu'on ne risque rien. On est en Europe, en sécurité, on a l'eau, l'électricité. De quoi on a peur de dire notre avis, de dire c'est une occupation? Et moi, je ne demande pas d'être pro-palestinien, moi je demande d'être pro-justice. Ça veut dire quand les Palestiniens font des bêtises, il faut les condamner. Quand les Israéliens font des bêtises, il faut les condamner. Mais il faut appeler les choses telles qu'elles soient. Appeler un chat un chat. C'est une occupation, alors on réagit contre cette occupation. Ce n'est ni contre les Israéliens, ni contre les Juifs, c'est contre cette occupation qui torture les gens. Parce que Israël vous dit aujourd'hui clairement, on va expulser tous les Palestiniens. En 2020, en 2018, il n'y aura plus Gaza. Ou peut-être en 2020, il n'y aura plus la Cisjordanie. Qu'est-ce que vous allez faire? Israël vous pose cette question. Et nous, on réfléchit trop. Je veux dire, en Europe, on réfléchit trop. C'est ça ce qui empêche les réactions. Et réagir, ça veut dire de faire arriver votre voix en tant que citoyen européen. Moi, je ne compte pas sur le gouvernement parce qu'une fois que quelqu'un fait partie du gouvernement, ce n'est pas lui qui décide. Ça devient trop compliqué. Mais s'il y a 30 000 personnes qui travaillent dans le gouvernement, il y a des millions de Belges qui peuvent changer les choses, qui peuvent dire les choses telles qu'elles sont. Donc moi, je voudrais voir que le peuple réagit. Et je voudrais parce que je rencontre beaucoup de gens qui me disent la Palestine c'est là. Moi je leur dis, moi j'aimerais bien voir que la Palestine en dehors de là, de votre cœur, parce que je voudrais voir la Palestine sur le terrain, dans votre vie quotidienne, dans vos actions, dans vos achats. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui du BDS. C'est parce que c'est le seul moyen aujourd'hui qui reste en Europe pour militer contre cette occupation raciste, criminelle, parce que c'est un choix individuel non violent. Ça veut dire quand vous allez dans le supermarché, vous faites vos courses, vous choisissez les marques que vous voulez. Et tant que vous savez que Israël est un occupant, c'est une occupation, on ne peut pas acheter, c'est une occupation. Surtout quand cette occupation n'est pas une occupation démocratique. Déjà, ça n'existe pas une occupation démocratique. Parce que Israël dit on est le seul pays démocratique, mais la démocratie, ça ne veut pas dire de faire des élections. La démocratie, c'est de respecter les droits humains, c'est de respecter les résolutions de l'ONU, c'est de respecter l'autre. Alors qu'Israël nous donne les cartes d'identité, et sur les cartes d'identité, nom, prénom, date de naissance, ville, après il y a une ligne vide. Et c'est normalement la ligne de la nationalité, ça n'existe pas. Israël ne reconnaît pas la Palestine. Sur la carte touristique d'Israël, sur toutes les cartes dans les livres scolaires en Israël, il n'y a pas la Palestine. Même la ville de Ramallah, qui est normalement, qui devient un petit peu la capitale politique, parce qu'il y a le président, le premier ministre, et les ministères, les ambassades, il n'y a pas ça. Ils mettent même pas Ramallah, Gaza. Ça n'existe pas pour eux. Pour eux, la Palestine historique, c'est leur carte. Jérusalem, c'est leur capitale. Et il faut poser la question, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire de toute façon. C'est ça l'esprit israélien. Donc nous, en tant que citoyens, on aimerait bien changer les choses. Vous ne pouvez pas baisser les bras parce qu'il y a un peuple depuis 65 ans qui est bombardé, massacré, expulsé, et il a toujours l'espoir. Gaza, c'est une leçon de vie. Si vous allez à Gaza, vous allez voir comment les gens ils continuent à vivre. Je vous dis, 60% des produits qui manquent, tout est fermé à Gaza, sans eau, sans électricité. Ils continuent à aller à l'école, continuent à aller à l'université, ils font des expositions. Il y a la solidarité. Quand je suis venu en France pour la première fois, j'étais choqué parce que j'ai vu des gens dormir dans la rue. Je vous jure, je n'ai pas compris c'était quoi. À Gaza, personne ne dort dans la rue. J'imagine même pas ça. Et malheureusement, quand on vit quelques semaines en France, les gens disent bah, c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait pas cette solidarité. Parce qu'à Gaza, il y a l'espoir, parce que c'est un peuple qui vous apprend à espérer. Et moi, je dis toujours, il faut rêver tant que c'est gratuit. Et
La liberté, c'est un rêve. Et Jacques Brel disait rêver un impossible rêve. Parce que le rêve ne peut pas être, si c'était quelque chose de possible, ça ne peut pas être un rêve. Ça peut être une réalité. Donc le rêve, c'est l'impossible. Quand on va l'atteindre, ça devient possible. Et cette occupation, c'est comme toutes les autres occupations qui ont vu leur fin. Parce que l'injustice ne peut pas durer. Et moi, je dis toujours, la Palestine, c'est très très simple. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ah, c'est très compliqué. Non, non, c'est très simple. La Palestine, c'est la différence entre la justice et l'injustice. Et Gaza m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est grâce à Gaza que je suis là aujourd'hui. Et il y a des gens qui disent, ah, vous êtes de Gaza, c'est triste. Ils ont envie de pleurer. Ben, il y a un peuple qui est massacré, qui n'a jamais pleuré. Pourquoi vous allez pleurer pour nous? On ne vous demande pas de pleurer ou de faire des dons, tout ça. On vous demande d'être efficace dans votre vie, de prendre l'exemple. C'est un peuple qui meurt pas. Il y a Mahmoud Darwish, notre poète, il disait que le corps humain est plus fort que la balle. Parce qu'une fois que la balle touche le corps humain, elle tombe avant que le corps tombe par terre. C'est cet esprit-là. Quand on vit 65 ans de guerre, on devient différent, on voit le monde différemment. Moi, je ne peux pas désespérer parce que j'ai raté le métro et le train. Moi, j'ai raté 23 ans de ma vie et j'ai jamais désespéré parce que je sais que l'avenir va venir. Le premier jour des bombardements sur Gaza, la nuit, quand ils ont commencé à bombarder notre quartier, on regarde par la fenêtre parce qu'on ouvre les fenêtres parce que si c'est fermé et si ça explose, c'est très très dangereux. Et on regarde, vous savez, les bombes tombaient partout, mais la pluie aussi tombait. Et là, j'ai compris que la volonté de la vie est plus forte que la volonté de la mort. Ça veut dire, même si on est mort, la pluie continue à tomber. Ça veut dire qu'il y aura de nouvelles générations qui vont reprendre le relais. Et la Palestine, ça ne meurt jamais. Il n'y a aucun peuple qui meurt. C'est une grande civilisation. On est 13 millions dans le monde. Ils ne peuvent pas nous mettre fin à cette existence. Aujourd'hui, les Gazaouis, ils disent qu'on a une seule chose à faire, c'est de rester à Gaza. Et on verra si Israël aura le courage, ou aura les moyens de nous expulser de Gaza. Et vous, qu'est-ce que vous faites en même temps que les Gazaouis continuent à résister sur leur terre? Les Gazaouis, aujourd'hui, ils ne parlent pas, mais ils font parler leur silence. Et ils font taire leurs mots aussi. Ça veut dire que quand on vit une guerre pour toute sa vie, quand on est sous les bombes, on a une autre version de la vie. On ne peut pas être lâche, on ne peut pas être désespéré ou déprimé. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit tant que les arbres en Palestine sont toujours debout, tant que les oliviers résistent, nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas lâcher. Pas contradictoires l'un avec l'autre, mais contradictoires à l'intérieur de leur propre discours. C'est-à-dire qu'en même temps, ils nous disent qu'il y a un peuple qui résiste et que donc ce n'est pas encore les Indiens d'Amérique et donc vous avez un devoir de résistance. En même temps, ils nous disent qu'en 2016, il n'y aura plus d'eau potable et puis qu'en 2020, ça sera une terre inhabitable, la bande de Gaza. Donc il y a quand même aussi un sentiment d'urgence et pas l'impression que, comme c'est un peuple héroïque qui résiste, ben forcément, on va les laisser faire. Ils font ça tellement bien, la résistance, on n'a qu'à regarder. Et puis puisque l'avenir, finalement, la vie sera toujours plus forte que la mort, eh bien on n'a qu'à aussi rester les bras croisés. Et Lynn nous dit de son côté, ça fait 40 ans, 45 ans que je me bats, et on se dit, bon, ben, ça n'a pas beaucoup progressé, hein, depuis, faut croire que, est-ce que notre lutte, elle est vraiment efficace, si ça fait 4 mètres? Non, justement, je veux dire, si on était plus nombreux, c'est pas une aberration ce qu'elle dit, parce que le problème, c'est qu'elle a quand même été très minoritaire. Quand elle dit il y a 50 personnes, c'est bien. Je veux dire, Rabbin, bon, c'est un pays de 260 millions, je ne sais pas exactement combien les États-Unis, donc c'est quand même une petite minorité. Donc, qu'est-ce qui fait notre force? C'est le nombre. C'est le nombre. C'est le nombre notre force. Et comme tu l'as dit, je veux dire que même s'il y a 30 000 politiciens ou élus qui, une fois qu'ils sont élus, ben, une fois qu'ils ont un petit fauteuil ministériel, un petit machin, etc., ça y est, ils oublient toutes leurs promesses et tout,
Vous savez très bien que ce soit la droite ou la gauche, on sait très bien à quoi s'en tenir. Donc on sait que c'est le nombre. Le problème, c'est que nous nous auto-censurons. C'est qu'ici dans la salle, si je demande combien ils sont actifs, comme l'a dit Amir, pas simplement en donnant un petit peu d'argent de temps en temps, et pas non plus seulement en allant dans la rue quand il y a des milliers de personnes tuées, amputées, etc., mais qui s'engagent, pas forcément à plein temps, mais d'une manière constante dans une campagne, en ayant réfléchi à qu'est-ce qui peut être efficace, je pense qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. Et on n'a pas, il l'a dit, énormément d'excuses, parce que la peine capitale n'existe plus dans notre pays, aussi bien en France qu'en Belgique. Donc, je veux dire que si on s'exprime ouvertement en faveur de la Palestine, qu'est-ce qui va nous arriver ? Qu'est-ce qui va nous arriver? On va peut-être être traité d'antisémite. On a un peu trop tiré sur la corde et je pense que déjà ça marche beaucoup moins bien. Et puis on a quand même aussi beaucoup progressé. C'est-à-dire que, comme vous le savez, l'image d'Israël qui, pendant longtemps, a été l'image du petit pays qui finalement se défend contre les agressions, ne fait que défendre la sécurité de ses citoyens pour pas qu'on les jette à la mer, c'est fini. C'est-à-dire que plus personne n'avale ça. Et même si les gens ne savent pas tout, c'est même s'ils n'ont pas toutes les informations données par les uns et par les autres, même s'ils ne peuvent pas savoir jusqu'où va le sadisme d'un occupant, parce que c'est ça l'occupation, que ce soit en Algérie, que ce soit au Vietnam, c'est sadique et c'est terrible, même s'ils ne savent pas que tous les jours il y a des enfants, tous les jours il y a des enfants palestiniens qui sont enlevés à leur domicile de nuit, qui sont embarqués sans que les parents sachent où ils vont, qui sont torturés, physiquement et psychologiquement, psychologiquement parce qu'on leur dit qu'il va y avoir des représailles sur leur famille, parce qu'on va les menacer de viol, parce qu'on va leur dire qu'ils vont être privés d'études, et puis qu'ils restent des semaines à l'isolement, des enfants qui ont 12 ans, qui ont 13 ans, qui ont 14 ans. Ça, c'est un pays qui se dit moderne et civilisé, et qui sont donc sans avocat, sans droit de se défendre, et qui ensuite, pour avoir été signés des aveux sous la torture, en hébreu, y compris des choses qu'ils ne comprennent pas, mais pour que ça s'arrête, vont risquer jusqu'à 20 ans de prison pour jet de pierre. Et notamment, parce que ça, il faut quand même le faire dans, je dirais, dans les lois israéliennes pour les territoires occupés. Si vous faites un jet de pierre, si vous lancez des pierres contre une personne ou contre une propriété, vous risquez 10 ans de prison. Si vous lancez des pierres contre un véhicule, vous risquez 20 ans de prison. Je ne sais pas si vous voyez la logique, parce que sur quoi ils lancent des pierres, les jeunes et les enfants, etc. Contre des chars, contre des jeeps, contre des véhicules. Donc, c'est vous montrer, si vous voulez, l'état d'esprit de l'occupant. Tout le monde ne sait pas ça. Tout le monde ne sait pas qu'Israël, non seulement, je veux dire, a en permanence des milliers de prisonniers palestiniens qui n'ont pas le statut de prisonniers politiques, plus de 700 000 depuis 1967, mais que, par exemple, les corps des prisonniers qui meurent en prison, de manque de soins, de maladies, de la suite de torture, et il y en a, eh bien, leurs corps ne sont restitués aux familles qu'à la fin de la sentence qui avait été prévue. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ces choses-là, il faut les faire savoir. Nous avons lancé une campagne là-dessus. Nous avons lancé une campagne avec l'aide, y compris de Mahmoud Sarsak, quand il est venu en France, et que nous l'avons amené ici aussi à Bruxelles, au Parlement, et qui a raconté personnellement, en tant que jeune footballeur, les tortures qu'il a subies quand il a été enlevé au passage d'Erez, quand il allait se rendre en tant que footballeur à un match à Naplouse, et qu'il allait donc de Gaza à la Cisjordanie, comment il a été pendant 3 ans en prison. Il serait resté bien plus s'il n'avait pas fait une grève de la faim de 92 jours qui a commencé à nous mobiliser les uns et les autres, et qui a fait que nous avons, y compris, fait des actions comme occuper le siège du PS en France, occuper le siège de la Fédération française de foot, et amener des gens comme Eric Cantona et d'autres sportifs de renommée mondiale à commencer à bouger. Eh bien, la torture, c'est une campagne. La torture, ça parle aux gens. Et la torture des enfants, ça parle encore plus. Vous avez cette brochure ici
qui ne coûte qu'1 €, que je vous conseille d'acheter pour que les gens... C'est une brochure qui est faite aussi pour les jeunes, parce que ça commence par raconter l'histoire de Mahmoud Sarsak et des sportifs palestiniens, parce qu'on dit, ah, mais il ne faut pas mélanger le sport et la politique, le commerce et la politique, la culture et la politique, etc. Vous entendez souvent ces choses-là. Ben, il faut que les gens ils comprennent que Israël mélange très bien ces choses-là. Hein, et que donc la campagne BDS, pour revenir donc aux gros mots, hein, c'est-à-dire aux 3 lettres en question de boycott des investissements sanctions, elle a été lancée par la société civile palestinienne en 2005. Elle n'a vraiment commencé à avoir d'impact qu'après le massacre de Gaza, de la fameuse opération Plan Durci. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous essayons de nous coordonner entre différentes villes, entre différents pays, pour monter une campagne, comme pour l'Afrique du Sud de l'apartheid, une campagne, comme elle l'a dit, de boycott, comme pour l'ont fait les Noirs américains contre la ségrégation, notamment dans les bus, où ils ont fait le boycott des lignes de bus qui refusaient que les Noirs puissent s'asseoir aux mêmes places que les Blancs et qui se mettaient au fond à Montgomery, en Alabama. C'est pas si vieux tout ça. Donc le boycott a gagné ses lettres de noblesse, de Gandhi à l'Afrique du Sud, en passant par la lutte pour les droits civiques des Noirs américains. Et aujourd'hui, les Palestiniens nous le demandent, ils nous disent on a tout essayé. Nous on a essayé, ils disent, la résistance armée, on a essayé les manifestations pacifiques, mais on en prend plein la figure et on a des morts et des blessés, y compris dans les manifestations non violentes seulement du côté palestinien. Nous, on a essayé différentes choses, on a essayé... Les négociations. Les négociations, ils ont essayé, bien entendu, pendant tellement longtemps, je veux dire, du pipeau, et ça ne fait que nous endormir. Bon, maintenant, ça va. Je veux dire que nous on sait, comme il l'a dit, que quand on manifeste seulement quand il y a des massacres, c'est sans lendemain. L'argent, ben, il l'a expliqué aussi. À chaque fois que l'Europe, avec l'argent des contribuables, a construit des choses, elles ont été détruites aussitôt après par Israël, que ce soit des ports, que ce soit des puits, que ce soit n'importe quoi. Donc, il y a un moment où ils ont décidé, maintenant, on fait comme pour l'Afrique du Sud de l'apartheid, on fait la campagne de boycott. Alors, qu'est-ce que c'est que cette campagne? C'est premièrement un boycott, non pas comme on peut l'entendre des fois, des produits des colonies, parce que d'abord personne ne sait qu'est-ce qui vient des colonies, qu'est-ce qui vient pas des colonies, mais en plus c'est pas seulement les colons qui bombardent Gaza et qui font ce qu'il a raconté. On est bien d'accord, et même les colons, s'ils sont là, c'est parce que l'État d'Israël les a envoyés là-bas. Et leur a donné des avantages, y compris économiques, aux plus pauvres, etc., pour qu'ils s'installent là-bas, sans taxes, avec des loyers bien plus bas, etc., en leur envoyant des soldats en permanence pour les protéger. Et donc, c'est l'ensemble des produits exportés, bien entendu, par Israël, que nous boycottons. Alors, c'est pas très compliqué, les produits exportés par Israël, soit il y a marqué Made in Israel, soit comme il a été dit, parfois il y a des tricheries, mais il faut regarder de près, parce que des fois il y a marqué Chili, Mexique, Kenya sur des avocats, vous regardez un petit peu, vous voyez Carmel Jaffa sur les petites étiquettes, ou Méadrine sur la boîte qui est en dessous, bon, et puis quand il n'y a rien marqué, c'est illégal aussi, vous le savez, je veux dire que les commerçants, qu'ils soient dans un supermarché, que ce soit l'épicier du coin, parfois arabe, que ce soit sur un marché découvert, tous les commerçants sont obligés de mettre la provenance exacte des produits et même dans des caractères aussi grands que le prix. Donc, voilà, et quand vous voyez des jus de fruits et qu'il n'y a pas marqué l'origine, vous voyez, ah là il y a marqué Floride, là il y a marqué machin, etc. Ah, puis là il n'y a rien marqué, ou il y a marqué Carrefour, ou des choses comme ça, c'est pas une provenance, qu'on sache jusqu'à nouvel ordre. Vous devez pas simplement ne pas acheter, parce que je suis sûr que parmi vous, il y a quand même beaucoup de gens qui font leurs courses en faisant un petit peu attention, en ne regardant pas que les prix. Mais il faut aussi parler avec les commerçants. Nous avons fait une lettre que vous trouverez sur la table et qui est ici, qui est « Chers commerçants, chères commerçantes » et qui explique en quoi c'est à la fois illégal et immoral
de mettre dans ses rayons, de mettre en vente des produits de l'occupant israélien. On ne peut pas avoir des lingettes pour bébés, vous regardez derrière les premiers prix partout, c'est made in Israël. On ne peut pas d'un côté tuer les bébés, avoir des bébés qui naissent mal formés à cause du phosphore, etc. et en même temps vendre des lingettes pour bébés. Et de la même manière, quand vous allez chez le pharmacien, eh bien, vous ne faites pas attention quand vous prenez des médicaments génériques, et on prend tous de plus en plus de médicaments génériques parce que ça coûte moins cher, et ça coûte moins cher à la sécurité sociale. Eh bien, les médicaments génériques, vous avez différentes marques, vous avez différents fabricants, des fabricants français, des fabricants belges, des fabricants américains, allemands, et à l'heure actuelle, il y a un des principaux fabricants qui est un fabricant israélien, c'est Teva. Teva, T-E-V-A, c'est un médicament que sans faire attention, vous êtes amené à consommer parce que vous ne faites pas très attention quand vous demandez du paracétamol, vous ne regardez pas quelle est la marque de générique qu'on vous a mis. Et très souvent, on va vous mettre Teva, qui en France est en 2e ou 3e position, et à peu près la même chose chez vous aussi en Belgique. Et nous avons aujourd'hui eu 2 rencontres très intéressantes avec des syndicalistes, et je remercie les militantes d'ici qui nous ont permis ces rencontres. Nous avons rencontré des syndicalistes à Liège et à Verviers, qui étaient particulièrement réceptifs à l'idée de boycott et qui connaissaient d'ailleurs assez bien, je dois dire, la situation en Palestine, qui bien entendu ont appris des choses en entendant Lynn et en entendant Amir, qui ont été aussi, qui ont été d'accord pour travailler avec nous sur ce sujet, que ce soit Teva ou d'autres produits. Et donc, c'est une campagne où on a besoin de vous. On a besoin que, désormais, quand vous allez chez le pharmacien, vous dites « j'ai mal à la gorge, je voudrais quelque chose » ou « voilà ma prescription, mon ordonnance de mon médecin, mais s'il vous plaît, je vous remercie, pas de Teva ». Pourquoi ? Excusez-moi, vous n'êtes pas au courant, il y a une campagne, on ne peut pas quand même avoir une éthique et puis acheter des médicaments d'un pays qui ne laisse pas les Palestiniens se soigner. C'est-à-dire que les Palestiniens, ceux de Gaza, s'ils ont un cancer ou des problèmes qui nécessitent une dialyse, vont mourir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès du tout à ce type de soins, par exemple. Bon, il y a ceux qui peuvent mourir parce que pas de carburant, pas d'électricité, et à un certain moment, même les générateurs spéciaux des hôpitaux, les machines peuvent pas sans arrêt avoir du courant, pas de courant, du courant, pas de courant, et vous avez des bébés dans les couveuses, vous avez des gens qui sont reliés à des machines et qui meurent. Et vous avez des femmes en Cisjordanie qui meurent, qui ont leurs enfants ou elles-mêmes qui meurent à des checkpoints parce qu'elles sont enceintes et qu'on les fait attendre et attendre et attendre et des heures, on ne les laisse pas passer. Et puis voilà. Et vous allez acheter des médicaments d'un pays qui se comporte comme ça. Et je vous signale que la firme Teva est très très liée, bien entendu, au gouvernement israélien. On ne peut pas dire « Ah oui, nous, on est une firme privée, on n'a rien à voir avec la politique israélienne ». Je veux dire que c'est des liens, des relations très étroites donc, entre le gouvernement israélien et... voilà, bon, moi je pourrais encore vous dire beaucoup de choses, mais je préférais que ça se fasse sous forme de questions avec vous sur la manière dont on peut mener ensemble cette grande campagne, qui est une campagne internationale, donc qui se fait aux États-Unis, qui se fait en Belgique, qui se fait en France et qui est en train de s'amplifier et de devenir tellement efficace que, je veux dire, est tellement gênante, efficace en termes d'image, parce que, je veux dire, que l'on fasse sous forme de théâtre de rue, que l'on fasse sous forme d'action pédagogique dans les magasins, que l'on fasse tout simplement en allant voir le commerçant et en lui disant voilà, je vous remets cette lettre. Des fois, il y en a qui ont envie de parler, il y en a qui ne savent pas trouver forcément les mots ou qui n'ont pas le temps. On peut au moins remettre cette lettre pour que les commerçants commencent à se dire que ce n'est pas une personne un peu cinglée qui est venue les voir et qui se fait une fixette ou qui est peut-être un peu antisémite, mais que véritablement il y a un problème, qu'il y a de plus en plus de clients qui sont gênés et qui réagissent, et que donc, même s'ils n'ont pas beaucoup de morale, en tant que commerçants, ils vont, tant qu'à faire, choisir d'autres produits que ceux-là, parce que sinon ils perdent des clients. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà, je vous propose qu'on en discute et que... parce que l'information, on peut toujours en avoir davantage, mais à partir du moment, à quel moment on agit, voilà, si on veut, et qu'est-ce qu'on fait? Nous avons de l'information, pas spécialement pour vous, parce que vous savez à peu près tout ce que vous avez à savoir pour être assez actif, mais nous avons des arguments que vous pouvez donner à des gens qui sont faciles à lire. Vous avez des tracts avec la liste des produits à ne pas acheter, vous avez les raisons pour lesquelles il ne faut pas les acheter, vous avez une brochure qui s'appelle « Le boycott d'Israël, comment, pourquoi ?» Vous avez la petite brochure dont je vous parlais, qui est une brochure encore plus accessible et qui parle de la situation des sportifs et de la torture des enfants et du fait qu'il y a de plus en plus de scientifiques, d'artistes, de réalisateurs qui refusent de se rendre en Israël, d'aller jouer, d'aller faire des concerts, d'aller à des congrès scientifiques, à des festivals du film, machin truc en Israël. C'est nouveau. Et c'est en peu d'années, puisque c'est depuis les massacres de Gaza que cette campagne, elle monte en puissance. Donc, nous, ça embête tellement Israël qu'il a demandé au lobby israélien en France de pousser le gouvernement français à nous attaquer en justice systématiquement. On en est à 15 procès pour justement notre appel au boycott d'Israël. Ils essayent de faire passer une loi pour dire que ça deviendrait illégal d'appeler au boycott d'Israël. Pour le moment, ils n'y arrivent pas. Mais si ça leur faisait rien, si c'était inefficace, on ne voit pas pourquoi ils s'embêteraient à nous faire des procédures judiciaires qui coûtent quand même très très cher et qui la foutent mal. Voilà. Merci.